C'est à moi, je crois. Simplement, oui, d'abord, remercier tous les élus qui se sont déplacés aujourd'hui pour le congrès de la Confédération paysanne. Remercier une nouvelle fois le lycée agricole des Fondettes pour son accueil, pour la chaleur de son accueil. Et puis remercier aussi tous les paysans et toutes les paysannes qui se sont levés tôt ce matin ou qui ont voyagé tard hier soir pour être aussi nombreux aujourd'hui. Donc merci à tous d'être là pour accueillir donc Didier Guillaume, notre ministre de l'Agriculture. C'est un peu une journée particulière pour la Confédération paysanne aujourd'hui, je dirais même pour l'ensemble des paysans et des paysannes, puisque nous sommes le 17 avril. Et le 17 avril, depuis 1996, c'est la journée internationale des luttes paysannes. On en a parlé ce matin. Alors, j'avais envie de commencer par ça parce que c'est quelque chose qui nous parle, nous paysans, de savoir que si c'est la journée des luttes paysannes, c'est qu'il y a des paysans qui se sont fait massacrer un jour pour avoir accès à la terre. J'aurais pu parler d'agribashing. C'est un truc beaucoup plus en vogue, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, j'allais dire, vous en aviez fait le thème. Vous en aviez fait le thème, d'ailleurs, je ne sais pas si c'était de façon concertée ou pas, le thème de votre stand de salon d'agriculture, comme Christiane Lambert a fait pareil. Enfin bon, comme Jérémy Dessart est parti chez vous, peut-être qu'après tout, il y a certains cons. Bref, il ne faut pas oublier quand même qu'à ce moment-là, dans le moment où on est, alors c'est un peu pénible parce que j'ai l'impression de répéter souvent la même chose, et on avait pu échanger ensemble avec d'autres au salon de l'agriculture. Le monde agricole est en crise. Enfin, moi j'ai été assez frappé ce matin par le témoignage de Patrick Bougard, le président de Solidarité Paysan, qui nous disait combien son organisation se sentait seule pour faire face au désarroi des campagnes, pour faire face à la surcharge de travail qui fait que les gens, les paysans, les paysannes aujourd'hui n'ont plus la capacité à prendre du recul, n'ont plus cette capacité à avoir de l'espoir dans leur métier. Et je pense qu'il est là le problème. Il est là notre problème. Comment on peut avoir de l'espoir dans un métier qui est dans une espèce de crise permanente, hein. On pourrait défiler toutes les productions, mais je pense que c'est pas là l'objet. Un métier qui a quand même cru, si, nous aussi, qu'on pourrait peut-être y arriver avec les fameux états généraux de l'alimentation, qui ont donné, enfin moi j'ai vu à côté de chez moi, qui ont donné d'espoir dans les campagnes en se disant peut-être, allez, on va encore y croire une fois, quoi. On va encore y croire, peut-être qu'effectivement, toute l'agroalimentaire, toute la grande distribution qui se gave de façon, j'ai même plus de mots tellement c'est honteux, qui se gave sur notre dos, peut-être qu'enfin une loi va les contraindre à partager le gâteau. C'est un échec. C'est un échec, les états généraux de l'alimentation. Hier, vous avez dit qu'il fallait attendre encore un peu pour voir les effets. Enfin, au bout d'un moment, on sera combien pour voir les effets quand ils vont arriver? Il y a vraiment un problème. On a bien entendu qu'il fallait que ça se mette en place, mais aujourd'hui, c'est tout de suite. C'est tout de suite qu'on a besoin de revenus. C'est tout de suite que les paysans et les paysannes, ils ont besoin de se tracer un avenir. Et il y a plein de gens qui croient encore en ce métier de paysan. Et c'est tout à fait symbolique pour la Confédération paysanne d'avoir fait le choix. Alors, visiblement, moi, je ne sais pas tout, hein, mais grâce à Emmanuel Girard, à qui on ne peut rien refuser, d'avoir fait le choix de tenir ce congrès dans un lycée agricole. Je pense que c'est quelque chose de très important que de revenir dans le lieu où toutes et tous, ou à peu près, enfin on n'était pas tous là, hein, on s'est tous formés quelque part. Et je pense que c'est important, les lycées agricoles. C'est un sujet sur lequel vous intervenez souvent. Une de votre première sortie de ministre était d'ailleurs au lycée agricole du Valentin, si j'ai bonne mémoire. Donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Vous avez dû voir que dans la semaine dernière, dans Libération est parue une tribune co-signée par des élus, par des syndicalistes de tous horizons, qui a été signée également par la Confédération paysanne, parce qu'on estime aujourd'hui que l'enseignement public, il est en danger en fait. Il est en danger par un manque de moyens et un manque de visibilité. Aujourd'hui, le monde agricole, il est à la croisée des chemins. Vous parlez, comme en parlait Stéphane Le Foll, beaucoup d'agroécologie. On ne voit pas apparaître cette notion de façon très forte dans les programmes scolaires. On ne voit pas apparaître des notions qui vont permettre aux jeunes filles et aux jeunes hommes, j'allais dire aux jeunes filles et aux jeunes femmes, ça c'est la féminisation en France, aux jeunes filles et aux jeunes hommes qui se lancent dans ce métier, on ne voit pas apparaître quelque chose de nouveau. Moi je prends souvent l'exemple, ma fille elle est en BTS Axe, elle a passé le certificat il y a 15 jours, là, c'est génial. On ne lui a jamais parlé qu'on pouvait soigner des vaches avec des huiles essentielles. On ne lui a jamais parlé qu'on pouvait traiter avec de la bouillie d'ail, effectivement, certaines maladies du blé. Il y a des choses qui n'ont pas encore infusé l'enseignement agricole, et il est de votre devoir de ministre, en fait. Il est de votre devoir de ministre que d'accompagner l'ensemble des générations futures vers de nouvelles pratiques agricoles
parce que c'est pas tenable. L'enseignement agricole public, il est réellement en danger. C'est pas, on dit pas ça parce que ça fait fun, on fait pas la tribune comme on l'a signé avec de nombreux autres syndicalistes et de nombreuses autres personnes. S'il n'y a pas vraiment un danger, il nous semble que l'enseignement public, il manque de souffle, il manque de moyens. Il faut redonner des moyens à l'enseignement public. On croit, nous, à la République, on l'a toujours dit très fort à la Confédération paysanne. C'est peut-être pour ça qu'on s'est lancé à corps perdu avec toute l'énergie qu'on y a mis dans les états généraux de l'alimentation, parce qu'on croit. On croit à la force publique, on croit que c'est par la force publique et les politiques publiques qu'on arrivera à faire quelque chose. Donc simplement, il va falloir faire preuve d'audace et d'ambition par rapport à l'enseignement agricole. Et j'avais juste une question à laquelle vous répondrez peut-être ou pas tout à l'heure. Allez-vous vraiment vous donner les moyens de renforcer l'enseignement public agricole? C'est quelque chose qui nous semble important. La formation, c'est pas que l'enseignement public. C'est pas que l'enseignement, la formation initiale. La formation, c'est aussi la formation continue. On a toutes et tous besoin de se former tout au long de notre vie, parce qu'on a des compétences à acquérir, parce qu'on a aussi besoin de voir d'autres personnes, de sortir de nos fermes. Et puis il y a aussi tous ces gens qui arrivent et qui veulent avoir accès au métier sans forcément avoir fait un cursus scolaire classique, qui ont besoin de formation. Il nous semble qu'il y a un fonds, enfin il nous semble, on est même sûr, qu'il y a un fonds qui s'appelle le VIVEA. Ouais, je suis obligé de le dire quand même, parce que quand on avait... Non mais ça... C'est pas rigolo. Quand on avait rencontré votre prédécesseur, Stéphane Travers, il nous avait parlé des moyens qui allaient être dédiés à la formation agricole. Et on lui a dit, est-ce que vous allez renforcer le VIVEA? Et il nous a dit, le VIVEA. Donc bon, j'espère que c'est quand même pas ce que vous allez nous répondre. Le VIVEA, vous connaissez? Lui, il connaissait pas. Il connaissait pas. Est-ce que c'est pour autant qu'il avait délégué la gestion du VIVEA au syndicalisme majoritaire qui en a fait ce qu'il en a fait aujourd'hui, c'est-à-dire un système d'exclusion? Aujourd'hui, le VIVEA, il exclut les gens des formations, il exclut les gens qui ne sont pas dans les circuits classiques de ces formations-là. Allez-vous, monsieur le ministre, réformer le VIVEA et le rendre accessible à tous? Ça, c'est quelque chose qui nous semble fondamental si on veut transformer. En fait, il faut former les gens parce qu'il y a une espèce d'urgence sociale. Il y a la moitié des paysans et des paysannes qui vont partir en retraite dans les 10 ans, 10, 15 ans, on peut chipoter sur 5 ans, hein, mais grosso modo, c'est le tremblement de terre qui arrive. Il y a la moitié de la population... Oula, tremblement de terre. Il y a la moitié de la population qui va partir en retraite. C'est quelque chose qui... Il va falloir faire face à ça. Il va falloir renouveler les générations pour garder le cap des 450, 500 000 paysans. Et nous, on en parle depuis longtemps, on l'a réaffirmé très fort cet après-midi, on estime qu'il faut 1 million de paysans et de paysannes pour accompagner le système d'agriculture paysanne. Vous avez dit dans Marianne que l'agriculture paysanne était votre modèle. Donc ce système d'agriculture paysanne qui vous est cher, il va falloir l'accompagner. Il va falloir se donner les moyens d'une ambition agricole, alimentaire, sociale, sociétale et de santé publique. Il faut un plan d'urgence en fait. Quand il y a la moitié de la population qui part en retraite dans les 10 ans, il faut un plan d'urgence de renouvellement des générations. Où en êtes-vous, monsieur le ministre, de ce plan d'urgence? C'est une question que la Confédération paysanne vous pose, parce qu'à la Confédération paysanne, il nous semble qu'il faut plus de paysans. Alors plus de paysans, je précise, parce que bon, on me dit que j'ai un accent, que des moments on ne comprend pas ce que je dis, donc quand je dis plus, ça veut dire en additionner, enfin, augmenter le nombre de paysans. C'est pas il faut plus de paysans. Il y en a qui disent il faut plus de paysans. Enfin, c'est pas qu'il en faut moins, voilà, c'est qu'il en faut plus. Il faut donc arriver à ce cap qui n'est pas symbolique. Il faut arriver à ce cap d'1 million de paysans, parce que, comme il y a eu des politiques publiques dans les années 60 qui ont accompagné les transferts de main-d'œuvre de l'industrie vers du monde paysan vers l'industrie, parce qu'il y avait besoin de bras et qu'on estimait, à tort ou à raison, peu importe, qu'il y avait trop de bras dans l'agriculture, il faut aujourd'hui des politiques publiques qui, de la même façon, organisent le transfert de main-d'œuvre des gens qui sont au chômage aujourd'hui vers l'agriculture, où les gens sont surchargés de travail et où on a du mal à produire une agriculture de qualité. On ne produira une agriculture et une alimentation de qualité que si on arrive à atteindre ce cap du million de paysans. C'est quelque chose de très important. Avoir une politique de l'emploi à travers la PAC, j'y reviendrai plus tard, c'est quelque chose d'important. On n'arrivera pas à installer 1 million de paysans, on n'arrivera pas à maintenir 450 000 paysans si on n'a pas une politique foncière forte. On n'est pas paysan si on n'a pas de foncier, à part quelques exceptions près. Il faut arrêter ce discours aujourd'hui où tout le monde est persuadé qu'on va s'en sortir parce qu'on va s'agrandir. On va s'en sortir parce que, de toute façon, les paysans vont crever, et si moi j'arrive à prendre la ferme de mon voisin, et ben moi je m'en serais sorti. Oui, mais en fait, à ce rythme-là, si on considère qu'il faut bouffer le voisin pour arriver à ses fins, un jour il y aura 2 paysans et on trouvera encore qu'il y en a un de trop. Donc il faut avoir le courage de dire, je ne vais pas vous demander de le dire parce que nous on en est persuadés, aujourd'hui il faut avoir le courage de dire qu'il y a trop d'hectares dans certaines fermes. Et s'il y a trop d'hectares dans certaines fermes, il faut légiférer
Il faut avoir une loi foncière très très forte pour répartir le foncier en direction de ceux qui en ont besoin. Question supplémentaire, donc, question suivante, parce qu'on estime qu'il n'y a pas de foncier sans paysans, qu'il n'y aura pas de paysans et de paysannes sans territoire. Allez-vous, monsieur le ministre, enfin faire cette loi foncière? Enfin, nous, ça fait, on en parlait déjà sous le Foll, bon, il n'est plus là. On en a parlé sous Jacques Mézard, on a à peine eu le temps d'en parler, il n'y a pas assez longtemps. Après, on en a parlé sous Stéphane Travers, mais vraiment, est-ce que vous allez la faire, cette loi foncière? Il y a une mission foncière qui a été lancée, on attend vraiment, vraiment de vous, et c'est pas un piège, c'est pas ironique, on attend vraiment de vous que vous soyez le ministre qui accompagne une grande réforme foncière et qui, du coup, encadre les mouvements sociétaires. On l'a vu, la Confédération paysanne a pris ses responsabilités chaque fois que c'était nécessaire pour dénoncer les montages sociétaires. On a commencé au mois d'août dernier, pas très loin d'ici, dans l'Indre, sur des investisseurs étrangers à l'agriculture qui venaient accaparer du foncier. Est-ce que c'est normal qu'une personne seule ait 1600 hectares? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a des hectares qui sont spoliés, des hectares qui sont volés à certains autres paysans. On pourra revenir aussi sur l'épisode de l'usine des 1000 vaches où le gars il avait 3000 hectares tout seul. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est cohérent comme on l'a fait avec la conf, je vois Sylvain en face de moi, comme l'a fait la Confédération paysanne du Var et la Confédération paysanne nationale, est-ce que c'est cohérent qu'un mec comme Bolloré, il aille faire de la vigne, il aille accaparer du foncier, qui prenne la place de paysans et de paysannes? Non, c'est pas normal. Si c'est pas normal, on légifère, et si on légifère, on fait en sorte que ces gens-là n'aient pas accès au foncier et le laissent à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire les paysannes et les paysans. On voit dans notre équipe paysan syndicaliste, on siège les uns ou les autres dans différentes instances, ça peut être les CDPNAF, ça peut être aussi les CDOA. On voit régulièrement des dossiers qui nous remontent de gens qui s'agrandissent et qui hyper-capitalisent, qui du coup ont une captation d'argent public importante et qui surtout ont sur leurs épaules la charge d'une ferme, d'une exploitation lourde, avec l'incapacité parfois à les faire reprendre. Aujourd'hui, il y avait Sylvain Rateau tout à l'heure, je ne sais pas où il est pas là-bas. Quand je suis allé chez toi, Sylvain, tu nous racontais que, bah oui, tu avais des voisins qui avaient 50 vaches, puis après ils en avaient 100, puis après ils en avaient 150. Est-ce que c'est normal d'avoir 150 vaches charolaises en termes de somme de travail, hein? Je ne dis pas en termes de choix techniques, ou est-ce que c'est acceptable aujourd'hui, cette course à l'agrandissement, cette course à la capitalisation? Qui va les reprendre, ces fermes? Qui va les reprendre dans un système, la viande bovine, qui est dans une crise sans nom? Vous avez bien vu, suite aux négociations à l'interprofession viande bovine, qu'il n'y a pas pu avoir d'accord possible entre les quelques opérateurs qui tiennent le marché de la viande, je pense notamment à Bigard, mais à d'autres, à des groupes coopératifs, je pense à celui avec lequel je travaille, Sicara, avec qui c'est impossible de négocier. Est-ce que c'est normal de laisser aujourd'hui les producteurs de viande bovine dans la situation dans laquelle ils sont? Ils traversent vraiment une crise, je pense qu'il faut vraiment percevoir que la crise que vivent aujourd'hui les producteurs de viande, elle est terrible et qu'il va falloir trouver des solutions. De la même façon, on pourrait parler de toutes les productions. On a fait le choix aujourd'hui à la Confédération paysanne d'attirer votre attention sur la production de fruits et légumes. Vous êtes quand même issu d'un département qui produit beaucoup de fruits. La production de fruits et légumes, aujourd'hui, dites-nous franchement si vous avez décidé, vous et le gouvernement auquel vous appartenez, si vous avez décidé de la laisser aller à volo, si vous avez décidé que la concurrence européenne allait s'appliquer pleinement et puis que les producteurs de fruits et de légumes, ils allaient disparaître. Si vous ne faites rien pour les producteurs de fruits, les abricotiers qui sont en train de s'arracher dans votre département, dans la Drôme, ils sont en train de se replanter en Espagne. Donc ça veut dire qu'on ne reviendra pas, on ne ramènera pas de la production de légumes en France, de fruits et de légumes en France, s'il n'y a pas vraiment de politique incitative, notamment au niveau européen, j'y reviendrai en conclusion. Ensuite, par rapport à l'installation, par rapport à la qualité de la vie des paysans, par rapport à leurs revenus, il faut aussi voir dans quel système on est mis en concurrence. Il y a la concurrence intra-européenne qui est extrêmement violente. Et puis il y a les accords quand même de libre-échange qu'on est encore en train de signer. Alors j'ai vu que vous étiez en train de négocier au niveau européen avec Trump pour savoir si on faisait une exception sur l'agriculture dans les accords de libre-échange avec les États-Unis. Enfin, Trump, c'est quand même le mec qui a dit qu'il fallait envoyer des Canadaires pour éteindre l'incendie de Notre-Dame de Paris, quoi. Donc, au bout d'un moment, on se dit, est-ce que c'est bien sérieux? Est-ce que c'est bien sérieux de discuter avec un gars comme ça? Après, d'envoyer des Canadaires pour éteindre des incendies, moi, ça me fait penser à la phrase de Chirac, la planète brûle et on regarde ailleurs. Et on en a longuement débattu cet après-midi.
On a longuement débattu de cette urgence climatique, de cette nécessité impérative et impérieuse qu'on a, nous, paysans, paysannes, mais qu'ont aussi l'ensemble de la société, qu'on a, nous tous, citoyens, de s'inscrire dans un mouvement qui va freiner le dérèglement climatique. Le dérèglement climatique, on le voit tous les jours, enfin, c'est pas quelque chose d'insondable. Il y a une urgence, il y a vraiment une urgence à sortir de la dépendance aux énergies fossiles, il y a une urgence à sortir du système agricole dans son ensemble de dépendance aux énergies fossiles qui favorise le dérèglement climatique. Dérèglement climatique, enfin, on a vu ce qui se passe cette année, quoi. Hein. Moi, je suis dans un département, mes collègues de la Loire peuvent en témoigner, ils ont allumé des feux, enfin pas eux, hein, mais ils ont allumé des feux, les collègues dans le nord du département, pour pas que les vignes elles gèlent en début de semaine. Et de la même façon, les éleveurs sont en train de rentrer les vaches, parce qu'il n'y a plus rien à bouffer dehors. La sécheresse qui arrive, il va falloir vraiment des mesures très rapides, très concrètes, de non-spéculation sur le marché du fourrage, parce que l'année passée, il y a eu de la spéculation, ça a été mal géré. Quand on a vu, c'est embêtant de parler des absents, à la fois on l'a pas invité, c'est embêtant de parler de Stéphane Travers, mais quand à Cournon, Stéphane Travers nous demandait si ça allait alors qu'on est en pleine crise de la viande bovine et qu'il n'y a plus rien à bouffer, on espère simplement que vous aurez agi avant qu'on en arrive à cette extrémité de dire, bah voilà, les vaches sont dedans, il n'y a plus rien à bouffer. Il y a vraiment quelque chose à faire sur la sécheresse. Et puis de façon beaucoup plus globale, je pense qu'il faut changer de braquet, quoi. Il faut changer de braquet et puis surtout, il faut arrêter de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est-à-dire que tout va bien, que les méchants, c'est ceux qui disent du mal de l'agriculture, que les méchants, c'est ceux qui refusent de manger de la viande, que les méchants, c'est tout le monde sauf nous. C'est notre système qui va mal, en fait. C'est le système organisé politiquement qui va mal. Nous, on croit aux politiques publiques. On croit que ce que les politiques publiques ont fait, c'est-à-dire d'organiser la production agricole pour produire plus, pour asseoir la sécurité alimentaire de l'Europe, on croit que ces politiques-là, elles peuvent changer. On demande, on revendique très fort, j'allais dire on exige, mais pas loin quand même, une politique publique de transition agricole. Comment on prend les gens qui sont coincés dans un système A pour les emmener vers un point B où ils seront raccord avec la société? Je veux dire, si les gens ils produisaient ce que la société a envie qu'ils produisent, si les gens ils produisaient des choses qui ne créent pas la défiance dans la société, on ne parlerait pas d'agribashing, on ne parlerait pas d'agribashing. Aujourd'hui, il faut absolument accompagner les paysans vers la transition agricole, il faut absolument les sortir de l'ornière dans laquelle les politiques publiques les ont menés pour aller vers des systèmes plus résilients. Il y a les élections européennes qui arrivent. Ces élections européennes, elles vont confier au nouveau Parlement européen la possibilité de légiférer au niveau européen, la possibilité de donner un avis, de faire des propositions sur plusieurs choses. Pour en revenir à la question des fruits et légumes, nous on demande à ce que votre gouvernement, votre majorité, quand elle sera élue, quel que soit son niveau d'influence au niveau du Parlement européen, on demande à ce que vous portiez la notion de prix minimum d'entrée qu'on a présenté à l'Élysée, qu'on a présenté à Matignon, qu'on a présenté dans votre cabinet. C'est simplement de protéger l'ensemble des producteurs européens de fruits, de légumes, par exemple, pour commencer, de la concurrence intra-européenne. Comment on arrive à protéger, à sécuriser les revenus des producteurs de fruits et légumes? C'est quelque chose d'important, cette notion de prix minimum d'entrée. On est prêt à vous rencontrer, la commission fruits et légumes est prête à vous rencontrer très rapidement pour vous la décortiquer et vous l'expliquer dans les plus menus détails. Et puis il va falloir aller sur la PAC qui doit absolument accompagner la transition agricole, c'est-à-dire un second pilier fort. Un second pilier fort, forcément, j'ai vu que la plateforme agricole de La République En Marche, qui part aux européennes, dit on va se battre pour maintenir le budget à niveau constant. C'est une bonne chose. On aimerait que ce budget à niveau constant accompagne vraiment un deuxième pilier fort, la transition agricole de façon forte. On parlera peut-être tout à l'heure, certains de mes collègues parleront peut-être tout à l'heure, comme ça a été évoqué par le président de la région, des zones de montagne, mais il faut vraiment que la PAC... Voilà, qu'on arrête de se payer de mots, quoi. Il faut vraiment accompagner la PAC vers d'autres choses. Il y a un article de la PAC qui permet, dans le premier pilier, qui s'appelle les aides aux petites exploitations. Et nous, on est très attachés aux petites fermes, parce qu'elles créent de l'emploi, parce qu'elles occupent le territoire, parce qu'elles accompagnent la diversité des territoires. Et simplement, voilà, vous, Monsieur Guillaume, ministre de l'Agriculture, êtes-vous prêt à soutenir cette mesure présente dans un dispositif européen du premier pilier d'accompagnement des aides aux petites fermes? C'est quelque chose sur lequel on aimerait que vous nous donniez une réponse. Il nous semble aujourd'hui, donc, en conclusion, qu'il faut changer de braquet, qu'il faut accepter toute la diversité de l'agriculture, certes, mais à condition de jouer avec des règles du jeu identiques. C'est-à-dire qu'il faut plafonner. S'il y a des gens qui veulent aller spéculer sur le marché mondial, envoyer du blé à l'autre bout de la planète alors qu'on manque de protéines, je veux dire, il faut au bout d'un moment se dire c'est de l'argent public. Nous, on demande un plafond très fort au niveau de la PAC.
Tout ça pour vous dire en conclusion qu'on attend beaucoup de vous, en fait. Peut-être qu'on sera déçu, peut-être qu'on ne le sera pas. Ah bah non, mais si vous commencez comme ça... On attend beaucoup de vous, et je pense que le monde agricole, au-delà de nous, en fait, parce que nous, on fait que passer, le monde agricole attend beaucoup d'un changement de politique, et il attend de vous, le monde agricole, que vous marquiez vraiment votre passage au ministère de l'Agriculture sur toutes les questions que je vais vous dire. Alors après, vous pourrez dire, comme un clin d'œil de conclusion, ah ben j'ai marqué mon parcours, puisque vendredi prochain, je vais être intronisé dans la confrérie du jambon de Bayonne. Nous, on aimerait bien que vous marquiez votre passage par quelque chose d'un peu plus ambitieux que simplement rentrer dans la confrérie des amis du jambon de Bayonne. Merci.